La TVT au cœur de l'information. Fort et Sozimna Nyasingbe face au nouveau gouvernement ce lundi. Le président de la République a présidé le premier séminaire gouvernemental. Les ministres du gouvernement, Victoire Tomiga Dogbe, vont prendre connaissance de leur cahier de charges. À suivre dans un instant. Tous les parents d'élèves s'activent pour être prêts le 26 octobre prochain. C'est la rentrée scolaire 2020-2021 au Togo. Le gouvernement fait de son mieux pour qu'elle se passe sans propagation du Covid-19. Mais comment? À suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Toute l'équipe du gouvernement Dogbe au grand complet. Elle participe à un séminaire de 3 jours pour mieux cerner tous les contours de la feuille de route stratégique pour les 5 prochaines années. Le chef de l'État fort, Sozimna Nyasingbe, a ouvert le séminaire gouvernemental. Un premier rendez-vous avec tous les ministres. Chaque ministre sera fixé sur les objectifs à atteindre pour l'efficacité au profit des populations. Ramdan Bassira, Augustin Kossi. C'est une rencontre de haut niveau présidée par le chef de l'État autour du président de la République, les membres du gouvernement, tous réunis pour repréciser les principaux défis qui attendent la nouvelle équipe gouvernementale. C'est un moment de mobilisation de la troupe. On parle de séminaire gouvernemental. 3 jours pour fixer les priorités du gouvernement et aborder le calendrier du nouvel exécutif. L'objectif est de faire en sorte que chaque ministre ait parfaitement à l'esprit sa partition. Du 12 au 14 octobre, on va s'accorder sur la cohérence de l'action et partager à tous les ministres la feuille de route gouvernementale, ce qui va permettre de présenter clairement l'agenda stratégique pour les 5 prochaines années. Les bases de la collaboration seront définies. Ce séminaire gouvernemental se tient dans un contexte tout aussi particulier, la crise sanitaire liée au Covid-19. Les conséquences économiques de cette pandémie vont être examinées et les ambitions du président de la République exposées. Le PND rajusté et révisé qui vise à offrir un cadre de référence pour la transformation structurelle de l'économie du Togo. Le séminaire va plancher aussi sur la menace que représente cette crise sanitaire pour la relance de l'économie du pays sur une période de 5 ans. Certainement, chaque département ministériel présentera son agenda pour le nouveau quinquennat et les moyens éventuels pour le réaliser. Un dispositif de gouvernance et de pilotage autour du chef de l'État et du chef de l'exécutif va permettre d'effectuer un suivi régulier. Le but, veiller à l'avancée régulière des différents projets prioritaires. On évoque le sens du service public, la cohésion, l'engagement collectif, la discipline ainsi que le respect des principes directeurs du travail. En plus, l'ouverture et la disponibilité envers les équipes et la population, autant de valeurs qui vont être partagées au cours de cette rencontre. Le nouvel exécutif est appelé à l'alignement total et à la cohérence des actions, les échanges dans la transparence et la recherche de résultats, des principes qui vont garantir la réussite des projets stratégiques de la feuille de route gouvernementale. Le mois du consommé local se poursuit au Togo. Cet après-midi, les cadres du ministère en charge de la promotion de la consommation locale ont rencontré les associations des consommateurs du Togo. Il s'est agi de leur présenter les activités prévues pour ce mois et de les inviter à s'impliquer davantage pour la consommation du Made in Togo. Carmen Madia Kapo. Consommer local doit se décliner et se traduire en un changement de paradigme, en un patriotisme économique et en un comportement citoyen chez chaque Togolais. Pour ce faire, les associations de consommateurs sont mises à contribution. Le ministère en charge de la promotion de la consommation locale compte sur ces différentes associations
pour insuffler un élan nouveau à la consommation des produits togolais par les Togolais. Les associations de consommateurs jouent un rôle important dans la sensibilisation de leurs membres. Pour cette occasion, j'invite tous les consommateurs à privilégier les produits et services locaux. Cela va dans l'intérêt de notre pays pour créer de la richesse et développer notre pays. Ces associations de consommateurs se disent prêtes à accompagner le gouvernement dans la réalisation de cet objectif. Dans la mesure où nous apprendrons à consommer local, nous allons engranger un certain développement au niveau de notre agriculture, de l'industrialisation et partant sur toute la ligne du développement du pays. L'ATC tient à souligner les traits suivants que le consommer local ne doit pas s'arrêter seulement aux produits et aux denrées de consommation directe, mais le culturel, le vestimentaire et toute la consommation connexe doit être branchée sur le local. Il est prévu au cours de ce mois l'élaboration d'une stratégie nationale de promotion de la consommation locale, l'organisation des panels, la promotion des entrepreneurs, des produits et des services locaux. Réaliser son plein potentiel dans une économie sans cesse croissante. Les jeunes Togolais peu à peu gagnent le pari. L'entrepreneuriat au Togo gagne du terrain. Mais un défi reste à relever. Que faire pour la durabilité des entreprises dans le temps? Le coaching d'affaires est une piste de solution. Chris Agbedinou, Yata Aratem. Malgré la pandémie au Covid-19, le Togo a enregistré plus de 6 000 nouvelles entreprises au premier semestre 2020, selon les chiffres du Centre de formalité des entreprises, CFE. Des chiffres certes encourageants, mais qui suscitent au même moment des interrogations quant à la fiabilité de ces entreprises et donc à leur survie dans le temps. Les acquis de quelqu'un, c'est ce qu'il connaît d'abord. Ensuite, il y a la motivation de faire quelque chose avec. Alors, ceux qui se positionnent aujourd'hui pour préparer des jeunes à l'entrepreneuriat, ils apportent un cadre de réflexion, ils apportent un programme pour dire, mais si tu as des acquis déjà, ou si tu veux apprendre à le devenir, on peut te montrer comment le faire. Alors, on a mis en place tout un processus qui permet à quelqu'un de rentrer dans le système, qui à la fin sort et est capable d'entreprendre. Maintenant, globalement, dans le monde entier, 80% des entreprises meurent durant les 5 premières années. Si on décide d'aider les gens à entreprendre, qu'est-ce qu'on met en place pour les aider à augmenter le taux de survie? Il y a les écoles, pour pouvoir le faire, on lui montre comment. Mais à un moment donné, l'entreprise est confrontée à la dure réalité de l'espace économique. C'est pour ça que si on dépense beaucoup pour lui et qu'on veut l'aider, ça prend d'autres dispositifs. L'un des dispositifs d'accompagnement conseillé aux jeunes est le coaching d'affaires. Il faut en effet apprendre à développer ses potentiels et atteindre les objectifs personnels et professionnels. Quand on parle d'une entreprise, il faut le marketing. Il faut être capable d'être visible dans le marché. Ça prend la vente. Il faut qu'ils connaissent les méthodes de vente. L'opération, si produit, doit comprendre comment on produit. Il faut qu'il détienne cette compétence technique. Ensuite, il faut qu'il embauche des gens. Il faut qu'il sache comment gérer des personnes. Okay? Puis la finance. Tout ce qu'il pose comme geste chaque jour se traduit par l'argent, par des résultats financiers à la fin. Il faut qu'il soit capable de gérer ses finances. Alors s'il ne peut pas, alors ça fait beaucoup de choses à savoir par un entrepreneur. C'est pour ça qu'il ne sait pas tout. Il a besoin d'aide. Alors, le coach est là pour pouvoir soutenir l'entrepreneur, pour lui apporter ces éléments, l'aider à réfléchir là-dessus, puis lui apporter des outils pour qu'il puisse le faire. Il est de plus en plus considéré comme une alternative au chômage et à la précarité. L'entrepreneuriat, au fil des années, s'est imposé à la population, surtout aux jeunes diplômés sans emploi, pour passer de la passivité à l'action. L'État togolais encourage et soutient cette nouvelle donne à travers plusieurs programmes, dont le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes FAYEJ. L'esprit d'entreprendre est donc promu. Dans exactement 2 semaines, élèves et enseignants vont reprendre le chemin des classes. Les cours seront dispensés cette année dans un contexte, vous le savez, particulier. Covid oblige. Comment les acteurs du système éducatif se préparent-ils pour une bonne rentrée sans pour autant favoriser la propagation de la pandémie? Suivez ce reportage de Isidore Amadotor, Uri Chamegan et Eli Agba Nyandao. Encore 2 semaines et les élèves et les enseignants reprendront les chemins de l'école. Cette rentrée s'annonce particulière à cause de la pandémie du Covid-19. À tous les niveaux, l'on se prépare en conséquence. Je suis venu pour consulter la liste d'affichage. Mon enfant a eu son CPD cette année. J'ai confiance à mon Dieu, j'ai confiance aussi
à notre gouvernement qui prendra toutes les dispositions nécessaires pour s'occuper de nos enfants. Nous sommes prêts pour amener nos enfants à l'école. On sait que déjà il y a une maladie qui traîne. C'est à nous de savoir comment nous prévenir et faire tout ce que l'État demande pour qu'on puisse aller ensemble. Dans les établissements publics comme privés, l'on s'active pour s'adapter aux nouvelles donnes. Pour l'heure, les inscriptions se font timidement. Les dispositions sont prises pour une rentrée paisible, rassurent les chefs d'établissement. Nous sommes dans une dynamique de préparation correcte de la rentrée scolaire. Nous avons eu à acheter une quarantaine de dispositifs de lave-mains et actuellement nous sommes en train de renforcer ces dispositifs de lave-mains pour que la rentrée soit vraiment une rentrée apaisée, que les enfants ne soient pas contaminés. Les préparatifs vont bon train et que nous attendons aussi les dispositions que les autorités compétentes vont nous demander de faire davantage. Quoi qu'on dise, nous sommes appelés à vivre avec cette maladie, à faire toutes nos activités avec cette maladie. Si chacun arrive à jouer parfaitement son rôle, on peut bien faire cette rentrée. À l'heure actuelle, nous sommes sereins parce que nous avons déjà dépassé le pire. Le CPD a eu lieu, le BPC a eu lieu, le bac 1 a eu lieu, le bac 2 aussi, la correction faite et nous attendons les résultats. Donc après cela, je crois que le reste va se préparer dans de très bonnes conditions. La rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au 26 octobre prochain sur l'ensemble du territoire national, comme annoncé par le gouvernement. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit à ce jour, lundi 12 octobre 2020. Le nombre de cas confirmés est de 1949, 9 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1461, 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 439 et le nombre de décès est de 49. Un communiqué du professeur Moustapha Mijiawa, ministre en charge de la Santé. Le Togo, depuis quelques années, s'est lancé dans un processus de restructuration de l'ensemble du système éducatif via le plan sectoriel de l'éducation. Un plan qui va permettre de relever un certain nombre de défis. Dodo Ouaré a parcouru l'objectif assigné à ce plan. Suivez. Ces 10 dernières années, le Togo s'évertue à garantir une éducation de qualité, équitable et accessible à tous. Un instrument de politique d'éducation nationale est élaboré, le plan sectoriel de l'éducation. Un plan que le Togo met en œuvre depuis 2010 avec pour vision de redresser de façon significative le système éducatif. La troisième version révisée 2020-2025 est validée. Le Partenariat mondial pour l'éducation depuis 2014 finance ce plan à plus de 15 milliards de francs CFA. Ce qui va améliorer l'ensemble du secteur éducatif sur toute l'étendue du territoire. Les défis qui ont été identifiés portent essentiellement sur les questions d'accès, donc l'accès inclusif, l'accès de tous aux services éducatifs. Il y a la question de l'équité. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des enfants parce qu'ils proviennent des familles pauvres qui ne puissent pas aller à l'école. Il ne faut pas que certains enfants, parce qu'ils sont porteurs de handicap, eh bien qu'ils soient exclus des centres de formation ou des écoles. Donc il y a le principe de l'inclusion, l'équité et puis la question de la qualité de l'éducation qui se pose de nouveau. Donc comment faire pour renforcer la qualité? Eh bien nous misons, comme l'UNESCO l'a recommandé, sur la question enseignante. Lorsqu'on a des enseignants de qualité, formés, disponibles, motivés, eh bien, on est sûr que les enfants peuvent mieux apprendre. Malgré les avancées significatives enregistrées ces dernières années dans le secteur éducatif, le Togo n'est pas parvenu à atteindre la scolarisation primaire universelle en 2015. Un objectif qu'il faut à tout prix atteindre d'ici à 2022. Le Togo est en mutation dans un monde lui-même en mutation. Et cette double mutation n'est pas sans influence sur les évolutions et les attentes devant les conditions des apprenants et des enseignants.
Je mesure le poids et la portée des responsabilités qui sont les miennes dans une période sanitaire particulière. Je n'ai pas de baguette magique pour les enseignements primaires, secondaires et techniques au Togo. Mais je nous propose un challenge simple dans la droite ligne du mandat social du président de la République. Bâtir les hommes, les édifices et les institutions. Je crois énormément au talent et aux idées devant les difficultés tout autant que les avancées qui seront les nôtres. Et changer l'enseignement primaire et secondaire, c'est aussi compter avec l'encours et le concours des syndicats, des enseignants et de tous ceux qui font vivre quotidiennement le monde éducatif. Les acteurs du secteur ont jugé opportun d'inscrire leurs actions dans la durée et d'avancer étape par étape. À terme, le Togo veut garantir un enseignement primaire de qualité pour tous, réguler les flux, améliorer la pertinence et la qualité de l'offre de formation post-fondamentale, ce qui va élever le niveau d'employabilité des sortants et contribuer efficacement au développement socio-économique du pays. Pour le second cycle du secondaire, il est prévu une réduction du taux de transition entre le collège et le lycée qui passera progressivement de 62% en 2011 à 50% en 2025 avec un accent particulier sur l'amélioration du taux de rétention et d'achèvement au lycée, ce qui devrait calibrer quantitativement les effectifs du cycle en conformité avec les capacités d'accueil de l'enseignement supérieur. Le Togo est dans une logique d'une offre de formation supérieure performante, répondant aux standards internationaux et orientée vers le marché de l'emploi. Le pays prévoit également développer au profit des maîtres artisans et actifs agricoles des structures et formations courtes et d'apprentissage. Quant à l'enseignement supérieur, l'État veut réguler d'abord les flux à l'entrée du second cycle du secondaire. Au niveau de la redistribution des effectifs, des mesures sont en cours, notamment le développement de l'enseignement privé, le développement progressif d'un enseignement à distance pour environ 16 000 étudiants à l'horizon 2025, soit 10% des effectifs du public. Il est également prévu un rééquilibrage des effectifs entre les filières académiques, technologiques et professionnelles. Il faut croire que le plan sectoriel de l'éducation est en train de réguler, de structurer et de dynamiser davantage le secteur éducatif, facteur de croissance et de développement économique. Ce communiqué de la HAC relatif au dépôt légal des publications écrites par communiqué numéro 14/HAC/20/P du 25 mars 2020, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication invitait les directeurs de publication des organes de presse écrites à procéder au dépôt légal de leurs différentes éditions sous format PDF, prenant en compte les mesures d'allègement des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et la reprise générale des activités socio-économiques. Il sera mis fin à ce mode de dépôt légal le 17 octobre 2020. En conséquence, à partir du lundi 19 octobre 2020, le dépôt légal des publications écrites se fera sur support papier avant diffusion ou livraison conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi numéro 2020-001 du 7 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication en République togolaise, à savoir 2 exemplaires au ministère chargé de l'administration territoriale, 4 exemplaires au ministère chargé de la communication, 5 exemplaires auprès de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 2 exemplaires auprès de l'Observatoire togolais des médias OTM, 2 exemplaires à la Bibliothèque nationale. Pour les publications paraissant hors de la ville de Lomé, le dépôt légal est fait en 2 exemplaires à la préfecture et au plus tard dans un délai de 7 jours auprès des entités précitées. Le président de la HAC invite les directeurs de publication au respect scrupuleux des dispositions ci-dessus rappelées. C'est signé Pitalunani Telou, président
de la HAC. Les enfants en conflit avec la loi seront désormais mieux servis pour leur réinsertion à Kara. Un centre d'accès des enfants au droit et à la justice a été inauguré dans la ville. Il loge au foyer Immaculé Don Bosco. Nestor Mouzou. Au sein du foyer Immaculé Don Bosco de Kara se dresse ce bâtiment. Il a été construit pour abriter les enfants en conflit avec la loi, pour les épargner de la brigade pour mineurs ou même des quartiers pour mineurs dans les prisons civiles. Ici, ces enfants pourront bénéficier de plusieurs services tels que l'assistance juridique, la formation professionnelle, les compétences de la vie courante, l'éducation à la santé, le sport et les loisirs. Le centre d'accès des enfants au droit et à la justice a été construit au titre du volet appui à l'amélioration de l'accès à la justice, cofinancé par l'Union européenne et l'UNICEF du programme d'appui à la réforme du secteur de la justice lancé par l'État togolais. Grâce à l'appui de différents acteurs qui comprend les instances du ministère de la Justice, mais aussi la police, le ministère des Affaires sociales, des assistants sociaux. Il y a une équipe de psychologues, il y a des médecins aussi qui vont travailler avec ces enfants, qui pourront en fait avoir des opportunités d'éducation, de réintégration sociale et économique, et se réunir avec leur famille et devenir des citoyens qui pourront jouer vraiment leur rôle pour le développement du pays dans un esprit de promotion de la résilience des enfants et de leur récupération plutôt que de se limiter à la sanction qui est la détention. Selon les données de l'édition 2020 de l'annuaire statistique judiciaire du ministère de la Justice, plus de 7 infractions sur 10 commises par les enfants privés de liberté sont des délits mineurs. Le centre mis en place à Kara représente ainsi une réponse adaptée à ces cas spécifiques d'infraction. Les autorités judiciaires et pénitentiaires s'en réjouissent. Lorsque le juge pour enfants prend des ordonnances de placement et des mesures éducatives, on n'arrive pas à les mettre en œuvre parce qu'il n'y a aucune structure pour les accueillir. Et ce centre-là est une réponse à cette préoccupation des juges pour enfants. Nous aurons à amener les enfants en conflit avec la loi et les enfants de rue aussi seront ici. Donc nous accueillons ce joyau avec satisfaction parce que nous savons que ce centre va nous aider dans l'exercice de nos fonctions et va nous faciliter le travail dans le traitement des dossiers des mineurs. Le centre d'accès des enfants au droit et à la justice de Kara a coûté 820 millions de francs CFA. Les 80% de cette enveloppe financière proviennent de l'Union européenne. Son représentant à la cérémonie d'inauguration, Frédéric Varenne, a relevé que son institution et le Togo partagent la valeur de protéger et d'assurer l'épanouissement des enfants qui constituent l'avenir d'une nation. Ce deuxième communiqué de la HAC a l'intention des directeurs de sociétés de presse en ligne en mode écrit et audiovisuel. La loi numéro 2020-001 du 7 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication en République togolaise, outre les dispositions générales sur le statut des professionnels de la communication et les entreprises de presse, a consacré les articles 130 à 140 sur les modalités de création, d'installation et d'exploitation des sociétés de presse en ligne en mode écrit et audiovisuel. À cet effet, la HAC, Autorité de l'audiovisuel de la communication, par communiqué numéro 19/HAC/20 en date du 7 août 2020, a invité les promoteurs des organes de presse en ligne à se conformer à la nouvelle réglementation par déclaration aux demandes d'autorisation auprès de ces services. Le président de la HAC porte à la connaissance de ses promoteurs que jusqu'à la prochaine session d'examen des nouveaux dossiers, seuls ne sont désormais reconnus que les sociétés de presse en ligne ayant rempli cette formalité et qui sont titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'une autorisation d'installation et d'exploitation. Un communiqué signé toujours par le président de la HAC, Pitalou Nani Telou. Les rideaux sont tombés sur le Conseil national de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Membres et sympathisants se sont engagés à travailler de concert pour la dynamisation du parti de Jean-Pierre Fabre. Lucas.
redynamiser les fédérations et redémarrer les tournées nationales de sensibilisation et d'information. Entre autres chantiers auxquels va s'atteler l'Alliance nationale pour le changement ANC au sortir de son conseil national. Arrivé troisième au dernier scrutin présidentiel, l'ANC veut poursuivre ses activités politiques dans la rigueur pour de meilleurs résultats. Et pour y parvenir, le président national appelle à l'unité d'action. Aujourd'hui, fort de notre expérience édifiante, nous n'avons plus droit à la méprise et au football, aux hésitations et aux divisions malsaines. Le ferme engagement et la détermination qui caractérisent les forces en lutte que nous sommes doivent reprendre leur place dans tous les rangs et trouver écho dans toutes les couches sociales de notre pays. La tenue de ce conseil national coïncide avec le 10e anniversaire de la création de l'ANC. Des années d'engagement et de lutte pour l'atteinte des objectifs du parti. Jean-Pierre Fabre exhorte ses militants et sympathisants à mettre de côté leurs considérations personnelles et à travailler dans la solidarité pour mieux relever les défis qui s'imposent à leur formation politique, l'ANC. L'association Hans From Above appelle à investir dans la santé mentale. Samedi 10 octobre dernier, Journée mondiale de la santé offre l'occasion à la dite association de mener une sensibilisation sur le sujet. Et plusieurs carrefours sont pris d'assaut par des volontaires pour la sensibilisation sur le sujet. Clarisse Atikle. Membre de l'association Hans From Above, HFA dans les rues de la capitale pour une sensibilisation de masse sur la santé mentale. C'est pour marquer la journée mondiale dédiée à cette maladie, célébrée le 10 octobre de chaque année. Au carrefour Anani Santos, à Décon ou encore au carrefour GTA, l'association HFA a distribué des flyers pour exhorter les populations à mieux prendre soin de leur santé mentale. Nous nous sommes rendus compte avec la Covid que nous ne pouvons pas faire d'activités où nous allons inviter les gens. Donc nous avons décidé en fait d'aller dans la population tout en respectant les mesures barrières et de passer ce message fort là. Quelle importance de prendre soin de la santé mentale et que la santé mentale est une priorité. Pour prendre soin de sa santé mentale, c'est tout à fait simple, s'approcher des professionnels lorsque nous n'allons pas bien. Selon l'OMS, plus de 300 millions de personnes dans le monde sont touchées par des problèmes de santé mentale. Une mauvaise santé mentale a comme repère les troubles de l'anxiété, la dépression, la démence, la schizophrénie entre autres. Dormir assez, bien s'alimenter tout en privilégiant les fruits et les légumes et surtout faire des activités sportives permettent de disposer d'une bonne santé mentale. Ce troisième communiqué de la HAC à l'intention des correspondants permanents au Togo des organes de presse étrangers. Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 43 de la loi organique numéro 2018-029 du 15 décembre 2018 portant modification de la loi organique numéro 2004-021 du 15 décembre 2004, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication délivre les accréditations aux correspondants et envoyés spéciaux des organes de presse étrangers qui veulent exercer au Togo. Par ailleurs, l'alinéa 3 de l'article 20 de la loi numéro 2020-001 du 7 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication en République togolaise dispose, je cite, qu'en plus de la carte de journaliste professionnel technicien des médias ou auxiliaires de presse, les correspondants de presse et les envoyés spéciaux d'un organe de presse étranger doivent solliciter et obtenir leur accréditation auprès de la HAC qui en fait copie au ministère chargé de la communication et de la sécurité. Fin de citation. Prenant en compte ces dispositions, la HAC a adopté de nouvelles modalités d'accréditation des correspondants de presse et envoyés spéciaux d'organes de presse étrangers au Togo, rendant ainsi caduques les accréditations délivrées avant la promulgation de la dite loi. Le président de la HAC invite par conséquent les organes de presse écrits, audiovisuels
et en ligne. Étrangers à se mettre en règle avec les nouvelles dispositions en vue de l'accréditation de leurs correspondants permanents au Togo. Direction d'Apaon, dans la région des Savanes. La localité est réputée pour ses mets locaux et succulents. Dans le contexte du mois du consommé local, nous vous proposons de découvrir le fli. Fli, c'est un mets typiquement des savanes. Un couscous fait à base de petits milles et des feuilles du haricot. Tchazim Nambaga. Voici fli, le couscous de la région des Savanes. C'est un mets traditionnel fait à base d'ingrédients locaux dont les principaux sont le petit mil et les feuilles du haricot. Nous avons deux sortes de petits mil. Ça c'est nyali, il y a yoé. Je vais écraser, mais ça ne serait pas fin. Donc quand je finis d'écraser, voilà ce que je vais obtenir. Voici les feuilles d'haricot que je vais piler. Une fois bien pilées, les feuilles du haricot sont mélangées avec la farine granuleuse de petit mil. On y ajoute de la potasse traditionnelle obtenue à partir des gousses de haricot, puis un peu d'eau. Le tout est soigneusement malaxé pour obtenir une pâte homogène. Cette pâte est disposée légèrement dans une passoire. Et pour cause, le fli se cuit à la vapeur d'eau. Une technologie bien maîtrisée depuis la nuit des temps par le peuple Moba gourmand. Je prends ma passoire avec fili et je mets ça sur la marmite. Je colle la farine du maïs pour que la vapeur ne s'échappe pas de la marmite. Si la vapeur s'échappe, mon fili ne va pas être cuit. La période dans laquelle nous faisons vraiment beaucoup fili, c'est au moment de la saison pluvieuse. En ce moment, les feuilles d'haricot abondent. Temps de cuisson, 15 à 20 minutes. Cependant, il importe de s'assurer régulièrement que la vapeur ne s'échappe par une fissure. Dans ce cas, il faut reboucher rapidement. Et quand fili est cuit, c'est de la vapeur que vient la bonne nouvelle. Je sens que c'est déjà cuit. Alors là, j'ouvre carrément. Je remue un peu pour voir s'il n'y a pas ce qui n'est pas cuit en bas. C'est cuit. Nous pouvons servir 20 personnes. Fili se mange accompagné du beurre de karité ou d'huile d'arachide, de piment et d'oignon. C'est un plat de prestige pour les grandes manifestations, mais aussi de résistance pour les grands travaux. Fili, nous le préparons souvent dans les fêtes traditionnelles ou même dans les maisons, dans les familles. Et quand vous faites ça, tout le monde apprécie. Traditionnellement, quand on prépare fili en famille, les femmes mangent ensemble et les hommes aussi ensemble. Donc le plat de fili est divisé en deux. Si c'est au champ, et les métayers aussi mangent ensemble dans le même bol. C'est pourquoi le plat de fili, c'est un plat communautaire et qui augmente la sociabilité entre les gens, la fraternité dans la famille, dans le village. Avec le coronavirus, maintenant on est obligé de manger chacun avec son plat. De nos jours, fili tend à disparaître et avec lui toute une technologie sophistiquée de cuisson à la vapeur et une manière de vivre propre au grand peuple Moba gourmand. Il urge donc de le sauvegarder, mieux le valoriser à travers la gastronomie moderne de la région des Savanes. Les jeunes entrepreneurs pourraient aussi explorer ce couscous vert pour en faire une affaire florissante. Le mois du consommé local, initié par le gouvernement, est aussi une aubaine extraordinaire pour une prise de conscience à cet effet. Super, c'est bon. Ce communiqué de la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et du ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat qui porte à la connaissance des candidats au concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale et que la date de l'écrit initialement fixée au 15 octobre est reportée au 22 octobre 2020. L'appel des candidats aura lieu le jeudi 22 octobre 2020 à 6h30. Notez bien, les dossiers de candidats
doivent être déposés au plus tard le vendredi 16 octobre 2020 à 17h. Un communiqué signé par le ministre délégué chargé de l'enseignement technique, de l'artisanat et la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. En regroupement depuis le 5 octobre à Tunis, sommes en sport. Les éperviers du Togo ont été tenus en échec ce jour par les crocodiles du Nil du Soudan sur le score de 1 but partout. Ce match qui se situe dans le contexte des journées de matchs amicaux de la FIFA s'est déroulé au stade El Menza dans la capitale tunisienne. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT, la première. Croyez au meilleur et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit.